Bien le bonjour les Inxios et aujourd'hui comme convenu la review de Flash Infinite, le tome 2, toujours scénarisé par Jeremy Adams. On a plusieurs dessinateurs, on a Fernando Passarin qui reprend du travail et Will Conrad également. On est sur une compilation urbaine des épisodes 772 à 779 voilà, de la série Flash. J'avais apprécié le tome 1. C'était pas rafraîchissant dans le sens que ça proposait pas quelque chose de complètement novateur, c'était même du vu et revu. Mais voilà, ça permettait une petite parenthèse assez décontractée, assez cool, assez humoristique, avec quand même de l'enjeu, comme j'expliquais sur la revue du tome 1. Et voilà, c'était sympathique. Jeremy Adams avait réussi à m'emmener avec lui dans son délire Silver Age, mais il n'aurait pas fallu que ça s'éternise. Le problème, c'est qu'ici, ça s'éternise complètement. On est donc sur un tome de la collection DC Infinite, je pourrais même dire Urban Kids. Ah, je vais troller un peu. 224 pages pour la somme de 21 €. Alors, est-ce que ça les vaut? Ah non. Non, putain, fuyez, pauvre fou. Oh la vache, c'est compliqué. Alors déjà, qu'est-ce que ça raconte? On retrouve Wally avec sa femme Linda et ses deux enfants dans Central City. Alors attention, il ne faut pas que je confonde les petits gars parce qu'en ce moment, en parallèle de ça, je suis en train de me retaper l'intégrale de la série Geoff Jones présente Flash, que j'avais déjà lu, hein, mais je suis en train de la relire pour savourer au mieux le tome 5. Et dans Geoff Jones présente Flash, Wally est à Keystone City, alors que là, il est à Central City, donc il ne faut pas que je mélange les choses. Et donc, ils font face, cette petite famille fait face à un problème courant dans la vie de tous les jours, que n'importe qui rencontre, ou peut rencontrer, un problème financier. Et de ce fait, Wally décide de chercher du travail. Donc dans un premier temps, il va postuler à différents endroits et il va finir par accepter ce petit boulot de mécano. Et puis finalement, il va être débauché par son ami toujours, Michael Holt, Mister Terrific, qui est à la tête d'un empire industriel immense, hein, et qui va donc décider de le débaucher et de l'embaucher au sein d'une équipe de scientifiques dans un de ses centres de recherche, on va dire. Alors Wally, ça lui pose problème dans le sens où il ne se considère pas comme un scientifique, mais de par ses super pouvoirs, de par sa carrière, il a toujours été amené à faire face à des dilemmes, à des problèmes purement scientifiques, purement physiques. Donc de ce fait, il a quand même des connaissances à ce niveau-là, et c'est pour cette raison que Michael Holt le veut dans son équipe. En parallèle, on suit également le destin d'un certain Rory. Je crois que c'est Michael Rory, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, on va juste l'appeler Rory, qui n'est autre qu'Heatwave, hein, le pendant de feu de Captain Cold, ancien super vilain des Lascars, et on apprend qu'il est atteint d'une maladie grave, il n'en a plus que pour quelques semaines à vivre, et donc le dilemme de dois-je faire le bien durant ces quelques jours qu'il me reste, ou dois-je redevenir le salaud que j'ai été, à savoir Heatwave. Bam. Une première partie très classique, mais plutôt sympathique. Ça rappellerait presque justement le Flash de Geoff Jones. Voilà, on est sur quelque chose de très terre-à-terre, avec des problèmes de la vie de tous les jours. Et en cela, j'ai beaucoup apprécié ces premières pages, ces premières issues. Mais par contre, ça va se compliquer à partir du deuxième arc. Et dans ce deuxième arc, on a un... Alors, il y a même 3 arcs en fait, hein. Le deuxième arc, il est compliqué. Le deuxième arc, de ce que j'ai pu comprendre en écoutant l'interview de Jeremy Adams qu'il a livré sur la chaîne de Deviant Prod, le lien est une fois de plus dans la description. Le deuxième arc a été en partie imaginé par sa fille, voilà, sa jeune fille, qui a créé cette idée de super vilain, le docteur Nightmare, qui a la capacité de créer à partir de ses propres pensées, de matérialiser en fait les monstres, les créatures de ses cauchemars. Bon. Donc là, on est sur du Urban Kids, hein, je vous cache pas que... Alors c'est cool de faire participer sa gamine de 10 ans si tu veux, mais à la limite, pour un récit Urban Kids, tu vends ça en Urban Kids, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, ça m'aurait pas posé de soucis. Mais on est sur un truc neuneux, bas du front, il n'y a pas de violence, il n'y a pas véritablement de danger. Voilà, on est sur un super vilain typique du Silver Age, une fois de plus. Je veux bien que tu fasses des références au Silver Age de temps en temps, mais quand finalement ton récit ne se concentre que sur ce type de menace, ce type d'enjeu, ça commence à faire beaucoup. Au bout du deuxième tome, ça commence à me saouler un petit peu, quoi. Donc, avec un ton toujours très enfantin, encore plus que sur le premier volume. Là, c'est vraiment, j'ai envie de dire presque puéril, en fait. C'est presque puéril, on sent qu'il y a sa gamine qui a été dans l'histoire, en fait, qui a été dans le coup. Et ça peut être sympa, ça peut être mignon, mais à ce moment-là, vends ça sous du Urban Kid, frère.
Parce que là, j'ai l'impression de ne pas en avoir eu pour mon pognon, quoi. J'ai l'impression de m'être fait un peu biaiser. Sur le 3e arc, on a une lance qui vient tout droit du ciel et qui s'enfonce dans une rue de Central City. Une lance magique. Bam! Et donc, Superman n'arrive pas à l'enlever, en fait. Et il y a plusieurs personnages, aussi bien des vilains que des héros, qui vont tenter d'arracher cette lance qui semble les attirer tous comme un collant à mouche. Et au final, on se rend compte que cette lance, elle a la particularité, dans un périmètre tout autour d'elle, de contaminer les gens et de les rendre haineux. Voilà, donc on va avoir des engueulades partout, des gens qui se foutent sur la gueule en pleine rue, ça va attirer tous les super vilains de la planète, enfin bref, voilà. On remarque au passage le travail artistique qui est toujours impeccable. C'est une grande force de la série Flash Infinite, c'est qu'entre Brandon Peterson qui livre des couvertures magistrales, on dirait presque du... comment est-ce qu'il s'appelle, putain, j'ai bouffé le nom, du Rafa Sandoval. Et moi, vous savez que j'aime beaucoup Rafa Sandoval. Donc, quand je compare à Rafa Sandoval, vous voyez cette couverture là, ça c'est du Rafa Sandoval tout craché. C'est magnifique, j'aime beaucoup. Voilà, dans les silhouettes, dans les contours des silhouettes, c'est du Sandoval. J'aime beaucoup ce type de dessin. Donc on a des couvertures magnifiques signées Brandon Peterson. On a un travail de fond qui est impeccable signé Fernando Passarin. Donc c'est absolument sublime. Hein. Voilà, c'est une grande force de la série Flash. C'est qu'au niveau des dessins, vous en avez pour votre pognon. Par contre, au niveau du scénario, c'est compliqué. Hein. Du coup, Flash, il va devoir contrer cette nouvelle menace. Alors, je ne vous spoile pas le personnage qui est lié à cette lance démoniaque. Hein. Et pour ce faire, il va être aspiré dans une autre dimension par l'intermédiaire de son pote, le docteur Fate. Bam. Et donc, tous les deux vont traverser une dimension cauchemardesque. Et à partir de là, va se mettre en place un procédé de narration qui est très original. Voilà. Que j'avais pas revu depuis Batman la nuit des hiboux, quand on fait participer le lecteur, clairement. Quand on fait faire tourner le bouquin au lecteur, ou quand on te demande de lire dans un sens particulier, ou de rechercher des objets dans le décor. Donc là, vraiment, on s'amuse avec le lecteur, on fait en sorte que le lecteur participe à l'aventure, et ça, c'est une très très bonne idée. Il y a beaucoup de bonnes... Jeremy Adams, il a d'excellentes idées. Après, là, pour le coup, dans ces issues-là, c'est vraiment la réalisation qui me pose problème. C'est vraiment le contexte en fait, dans lequel ces idées sont utilisées. Vous voyez là par exemple, on vous demande de tourner la page pour faire tomber les persos. Franchement c'est fun, hein, c'est rigolo. Ça te permet d'être un petit peu actif dans ta lecture. Et il faut être actif dans cette lecture parce que sinon, moi le bouquin m'est tombé des mains, surtout sur la fin. Donc on est sur une dimension fantastique, une fois de plus, qui rappellerait beaucoup les récits du Silver Age. Ces récits dans lesquels Flash était propulsé dans une dimension alternative et il rencontrait des lutins où il y avait des champignons géants. Tu vois, ce genre de récit, quoi. Là, on est clairement en plein dedans. Il y a beaucoup de personnages avec des super pouvoirs. On met sur le devant de la scène les enfants de Wally, Jay et Iris. Tu sais qu'il va rien leur arriver. Dans le ton de ce récit, dans la manière dont c'est raconté, tu sais qu'il ne peut rien arriver. En fait, les enjeux ne sont pas suffisamment balèzes pour te faire prendre peur concernant le destin des enfants. Tu sais qu'il n'y en a pas un qui va mourir ou qui va être amputé d'une jambe, quoi. Non, ils vont se faire enlever, voilà, et puis c'est tout. Ça va pas aller plus loin, quoi. Parce qu'il y a toujours ce ton très enfantin. T'as l'impression que c'est écrit pour des gosses, quoi. Vraiment pour des gosses. Comme à l'époque, comme dans les années 50. On écrivait des bouquins pour des gosses. Bref, c'est clairement pas une lecture pour moi. Et là, je me pose la question de savoir si Flash, finalement, est un personnage pour moi. Pourquoi je vous dis ça? Comme j'expliquais, en ce moment, je suis en train de lire Geoff Johns présente Flash. Avec Wally West, donc le même personnage, mais on a des enjeux qui sont complètement différents. Et déjà, ce que j'apprécie énormément dans la série Geoff Johns présente Flash, c'est qu'on reste toujours dans Keystone City, ou éventuellement à Central City, mais on reste toujours dans le contexte urbain de Flash. Et on ne se contente pas de l'envoyer dans des dimensions alternatives avec des dinosaures, avec des extraterrestres, etc. pour avoir des choses à raconter. Non, on le met face à des problèmes de la vie de tous les jours. On lui crée une galerie de personnages qui eux aussi ont des problèmes dans la vie de tous les jours. Et c'est cette petite part de réalisme dans un monde clairement fantastique, parce qu'on reste avec des speedsters, on reste avec des créatures atomiques, bref. Donc on reste quand même pleinement sur du comic book de super-héros, mais avec des enjeux bien réels, bien palpables. Là, quand tu commences à m'envoyer les gugus dans des dimensions où il y a des dinosaures et tout, il y a un moment, ça va bien 5 minutes. C'était cool, le Thomas, c'était marrant. Mais stop. Oh putain, ça m'a saoulé, quoi. Parce qu'en plus, ça justifie tout et n'importe quoi.
vu que tu es sur une autre dimension, tu peux écrire ce que tu veux, tu peux inventer le personnage que tu veux qui va servir de clé dans le scénario. Et du coup, bah, ça donne des récits inconsistants. Et puis, c'est un brouhaha ce truc. À la fin, et voilà, tu sais, à la fin, moi, je suivais plus. Ça explose de partout, machin. J'en avais plein le cul. J'avais hâte que ça se termine. Les gamins qui ont des super pouvoirs, qui se découvrent des super pouvoirs du jour au lendemain. Voilà. Alors, je parle pas forcément des gamins de Wall-E, je parle d'un autre personnage enfantin dans le récit qui, hop, en claquant des doigts, se découvre des super pouvoirs et c'est la fête. Tous les gosses de 6 ans ont des super pouvoirs. Youhou! Urban Kids! Urban Kids! Oh la vache! Oh, c'était compliqué, hein. J'en ai chié les petits gars. Alors, est-ce que je vous conseille ça? Si vous avez adoré le tome 1, peut-être que vous allez retrouver ce côté un peu foufou Silver Age enfantin dans le tome 2 en exacerbé. Pour moi, c'est la même chose, mais de manière beaucoup plus poussée et jusqu'à l'écœurement en fait. Donc, donnez-lui sa chance. Moi, personnellement, j'irai pas sur le tome 3. J'avais dit que j'irais avec parcimonie sur la série Infinite. J'ai pas envie d'engouffrer des 1000 et des 100 dans des trucs qui me plaisent pas. Le tome 1 m'avait plu, le tome 2 beaucoup moins, clairement. Là, ça a été un calvaire de terminer ce truc. Donc, du coup, bah, j'irai pas sur le tome 3. Voilà, Flash Infinite, ça se termine après ce tome pour moi. Il n'y aura pas de suite. Si je veux lire du Wally West, clairement, je relis les Geoff Jones Present Flash. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Au moins, on a des récits matures qui ne te prennent pas pour un con, avec des personnages bien créés, qui sortent pas du fion. Voilà, un super lapin, je sais pas quoi. Oh, ça me fait chier de parler en mal parce que Jeremy Adams, c'est un mec qui m'a l'air très très cool, très gentil. Mais voilà, après, on peut quand même critiquer la qualité de son travail quand elle ne nous plaît pas. Là, c'est le cas. Hein. Non, c'est pas pour moi. Peut-être que je suis pas fait pour Flash. Peut-être. Peut-être que je suis pas fait pour Flash. Flash, moi, j'aime bien quand il reste dans sa ville, qui court très vite, qu'il affronte sa galerie de super vilains. Mais quand on commence à me l'envoyer dans le passé, dans un futur lointain, dans une autre dimension, ça me fait chier. Ça me fait chier. J'ai l'impression qu'on n'a pas d'imagination. C'est comme les mecs qui veulent faire le film Flash, qui veulent commencer un film Flash par le scénario de Flashpoint. Où sont les lascars? Moi, j'ai envie de voir Flash qui court vite, mais qui est quand même nerfé pour son premier film parce qu'il apprend à maîtriser ses pouvoirs. Et de ce fait, il affronte les lascars. Voilà, il affronte Captain Cold, Heatwave, le Trickster, il affronte les Lascars. Il y a moyen de faire un putain de bon film, bien coloré, fun, mais avec de l'enjeu façon Spider-Man de Sam Raimi, dès le premier film Flash. Le Mirror Master, tu peux faire des plans de ouf avec ça. T'as pas besoin de me l'envoyer dans une dimension avec des soucoupes volantes. Ou des volcans violets. C'est un perso que j'aime beaucoup, attention, qu'on ne se méprenne pas. J'adore ce perso, j'adore ses capacités, qu'il s'agisse de Barry ou de Wally, ils ont tous les deux un charisme fou. Barry, c'est le Flash iconique. Wally, je vais pas dire le sidekick parce que justement, il arrive à s'affranchir de ce rôle de sidekick, à devenir tout autre, à reprendre carrément le costume de son mentor. Donc, il est ultra, ultra stylé. Mais les personnages, je les aime, mais les super pouvoirs qu'ils ont, je les trouve ultra, ultra stylés. Mais c'est ce qu'on raconte de ces super pouvoirs en fait qui m'emmerde. C'est tout le délire avec la Speed Force déjà, tu vois. Déjà, en fait, je crois que c'est la Speed Force qui me pose problème dans un récit Flash. Je pense que c'est à partir de là où j'ai du mal. Parce qu'à partir du moment où on a inventé la Speed Force, et ben toujours il y avait des soucis. Il y avait ce souci, l'effet papillon, vous savez. Hein, voilà, je fais une connerie à un temps donné, forcément il va y avoir mille et une répercussions dans un avenir proche. Il va falloir que je voyage dans le temps pour. Et à partir de là, ça commence à me saouler les récits en fait. Moi, je veux juste avoir un mec qui se déplace à la vitesse de la lumière et qui affronte des criminels à son niveau, quoi. Et qui sert au sein de la Justice League et qui met ses pouvoirs de super vitesse à, à profit, en fait. Donc peut-être que j'ai juste un souci avec Flash. Je sais pas. Bref, voilà. Des lasers violets, des cristaux magiques, des super vilains, en veux-tu, en voilà. On multiplie les personnages, on connaît même pas c'est qui cette connasse là avec l'épée violette. On sait même pas qui c'est, finalement on en a rien à foutre. Zéro charisme, zéro background. De toute façon, on t'explique même pas le background de ces persos. Contente de te les envoyer à la gueule, puis fait avec. Or tu sais même pas les pouvoirs qu'ils ont. Ouais, c'est. Mais on s'en fout, c'est un délire magique, c'est pour ça. Bah ouais, bah garde-le ton délire magique, tu vois. Ça, moi personnellement, non, quoi. Je dis non. Voilà. Bref, je suis désolé, j'ai paru peut-être un petit peu agressif ou un petit peu véhément, mais c'est pas du tout le but. C'est juste que j'ai une journée de merde et
ça s'est peut-être, ressenti et c'était pas le but. Désolé. Voilà, j'ai pas envie de manquer de respect aux gens qui ont travaillé sur cette œuvre, c'est juste que moi, ça n'est pas pour moi. Voilà. Mais je respecte leur travail, il y a aucun souci à ce niveau-là. Ciao les zincs et je vous dis à très bientôt.